Mythes et complots avec Christian Page. Monsieur Page, bonjour. Salut Benoît. Vous allez bien, vous? Ah, très, très bien. Serez-vous au Salon du Livre? Parce que ça se tient ici, là, ça commence aujourd'hui, je pense. Effectivement. Donc, je serai, parce que beaucoup de gens m'ont envoyé des courriels pour savoir si j'allais être cette année. On t'aime. Ah, je sais. Si j'allais être donc au Salon du Livre, et oui, j'y serai donc demain de 18h30 à 20h, et j'y serai également dimanche le 18 de 10h à midi. T'as plusieurs livres. 2 livres, L'enquêteur du paranormal, tome 1 et tome 2. Oui. Et donc ceux qui se sont procurés ces ouvrages sont en librairie pourront se le procurer sur place, mais ceux qui se sont procurés ces ouvrages en librairie pourront les amener. Ça me fera un plaisir de leur faire une petite dédicace. Ah oui, qu'est-ce que tu signes? Ah ben je signe toutes sortes de choses, dépendamment. Chupacabra. Bon, cette semaine et la semaine prochaine, tu veux aborder un sujet en fait, et lequel? Oui. On dit souvent que le mois de novembre, c'est le mois des morts. Mm-hmm. On nous dit également, on a vu que la semaine dernière, Barack Obama a été réélu à la tête de la plus puissante nation de ce monde. Alors, tu sais que les menaces de mort pleuvaient sur les réseaux sociaux en passant. Voilà. Et c'est un peu de ça c'est un peu de là que je me suis inspiré pour la chronique de cette semaine et celle de la semaine prochaine. C'est-à-dire que la job de président des États-Unis n'est pas de jour de tout repos. Et effectivement, chaque semaine, on l'ignore, mais chaque semaine, les présidents américains, quels qu'ils soient, reçoivent des dizaines de menaces de mort. Heureusement, toutes ces menaces ne sont pas menées à terme et certaines sont parfois loufoques. Les tentatives de meurtre, on les a vues, se sont multipliées. Évidemment, on a l'assassin qui va utiliser l'arme à feu, mais certains ont utilisé des avions, par exemple, pour essayer de cracher leurs avions sur la Maison-Blanche. Donc, on a un ensemble de menaces qui, certaines sont portées, vont être exécutées. Les gens prennent toutes sortes, les assassins vont prendre toutes sortes de moyens pour rejoindre le président. Et je t'ai sorti ici une liste quand même. Il y a eu plusieurs présidents américains qui ont été assassinés, à commencer par Abraham Lincoln. C'était le 14 avril 1865. Il avait été atteint par balle par John Wilkes Booth, qui était un acteur de théâtre, qui s'était rendu au balcon où se trouvait le président Lincoln. James Garfield a été également assassiné. C'était en juillet 1881. William McKinley, le 6 septembre 1901. Et ce que je pense que tous les gens encore la génération de nos parents, par exemple, n'oublieront jamais le 22 novembre 1963, l'assassinat de peut-être une personne qu'on a présentée comme l'un des plus grands apôtres du monde libre, JFK. Alors, donc, on va parler de ces assassinats. Il y a eu aussi également... Il y a eu des tentatives sur Gerald Ford, sur oui, Ronald donc Reagan. c'est ça. Donc, j'ai ici une liste de quelques-unes des tentatives. En fait, presque tous les présidents ont à un moment donné ou à un autre été victimes d'attentats. Andrew Jackson, Theodore Roosevelt. D'ailleurs, c'est amusant, si ma mémoire est bonne, je pense que c'est Roosevelt qui avait échappé à la mort parce que la balle avait dévié sur son étui à lunettes qu'il portait dans sa chemise. Harry Truman. Gerald Ford avait été victime d'un attentat. Ça aussi, c'est presque cocasse dans la mesure où c'était Lynette Fromm, qui était une membre du clan de Charles Manson, qui avait voulu tirer sur le président Ford, mais elle avait mal calculé son coup et la chambre où se trouvait le percuteur était vide. Elle avait mis des balles dans le barillet, mais la chambre du percuteur était vide. Donc, le premier coup a claqué dans le vide. Je pensais que Gerald Ford avait trébuché sur la pauvre femme. Puis il avait accroché le gun. Pu. Et puis, Ronald Reagan, dont on a sous-estimé, en fait, la tentative. Ouais. Le 30 mars 1981, Reagan avait été atteint par plusieurs balles, tirées par John Hinckley. Et à ce moment-là, la Maison-Blanche avait émis un communiqué en disant le président n'a jamais été vraiment en danger, mais on a appris quelques années après qu'il avait été atteint très sévèrement et qu'il avait failli y laisser sa peau. Et le président qui a failli tuer George W. Bush. Oui. Tu savais, hein? Il a failli l'étouffer. Il y avait aussi une tentative d'assassinat contre Bill Clinton. Ah oui? Monica Lewinsky. Arrête. Et on se rappellera, bien sûr, sans être président. Comment, au jeu? On dit que le tabac tue. Et il y a eu aussi, on se rappellera, même s'il n'avait pas été président, mais on se rappellera aussi de la mort dramatique de Robert Kennedy, qui lui était candidat au présidentiel. C'était en juin 1968.
Donc, cela dresse un peu notre liste, mais ce dont parlons aujourd'hui réellement d'assassinats un peu mystérieux, parce que dans notre chronique Mythes et complots, certains de ces assassinats ont été entourés dans une sorte de brume de complot. Oui ou non, a-t-on commis ces assassinats? Était-ce un tueur solitaire ou s'agissait-il d'un complot ourdi par un groupe de gens? Et ce que peu de gens savent, c'est qu'entre 1976 et 1978, il s'est tenu au Congrès américain une enquête pour déterminer, en fait, 3 assassinats en particulier. En fait, cette commission d'enquête qui a siégé un peu à huis clos, c'était un peu des réunions en catimini. Cette commission a donc siégé de 1976 à 1978. Elle portait le nom de House Select Committee on Assassination, le comité maison pour les assassinats, et elle faisait suite. En fait, ça n'arrivait pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe. C'était en fait une commission qui avait été créée il y avait eu quelque temps avant, en 1975, une première commission du Congrès où on avait étudié la possibilité, il y avait des rumeurs que des services secrets américains auraient pu être impliqués dans des activités illicites, tiens donc, et peut-être même dans des assassinats politiques. Donc il y avait eu cette première commission qu'on avait appelée la commission Church, le Church Committee. Et eux avaient conclu, sans porter des accusations, mais ils avaient conclu qu'effectivement, plusieurs activités des services secrets étaient nébuleuses et associées à des activités illicites. Donc, il fallait resserrer, disons, les mesures d'embauche et également resserrer la façon dont les services étaient surveillés par l'administration. Ensuite, donc, à partir de là, il y avait aussi un contexte, ça c'était un contexte, disons, politique, mais il y avait également un contexte social. En 1972, par exemple, on va découvrir dans les archives du Life Magazine le film d'Abraham Zapruder. Est-ce que ça te dit quelque chose? C'est un film célèbre, peut-être l'un des films les plus importants de l'histoire. C'est ce caméraman qui était placé le long du Dealey Plaza ce 22 novembre 63, et parce qu'il y a eu plusieurs films de l'assassinat du président Kennedy, mais un seul nous montre très très bien une vue ouverte sur la limousine présidentielle, c'est celle d'Abraham Zapruder. Et puis en 1972, on découvre que ce film est dans les archives du Life Magazine depuis 9 ans. Il a été regardé par la commission Warren. On l'avait pas sorti avant. Mais on l'avait pas sorti publiquement à la demande des services de renseignement américains. Donc, les Américains découvrent que ce film existe, qui montre des images terribles, parce qu'on voit littéralement... Un Super 8, Oui, voilà, on voit littéralement le crâne du président Kennedy voler en éclats. Et puis, en même temps, toujours dans cet aspect social, on se retrouve en ce début des années 70, il y a l'affaire du Watergate qui va éclipser, en fait, l'administration de Richard Nixon. L'affaire du Watergate, pour les gens qui nous écoutent, c'est que Richard Nixon avait demandé à des agents des services secrets américains de placer, en fait, on avait forcé les locaux du Parti démocrate qui se trouvaient dans l'édifice du Watergate à Washington pour y mettre des microphones, pour y écouter, en fait, ce qui se disait lors de ces réunions et ainsi pouvoir prendre de vitesse les adversaires politiques de Richard Nixon. Et à ce moment-là, Richard Nixon avait dû démissionner un peu dans le chaos à l'affaire. Il avait dit... Ben, je n'étais pas au courant de rien. Ah non, ça, c'est Gérald Tremblay, ça. Il avait dit, I'm not a crook. On se rappelle, il avait dit ça, je suis pas... Quand t'es obligé de dire que t'es pas malhonnête. Un escroc, là. Ouais, c'est parce que, tu pars à moins 10 un peu. Donc, on se retrouve un peu dans tout ce contexte social. Les Américains, avec l'affaire du Watergate, la découverte du film Zapruder, la commission Church, les Américains font de moins en moins confiance à l'administration. Et lorsqu'on se penche sur des assassinats importants qui s'étaient produits quelques années plus tôt, où il y avait eu d'importantes commissions d'enquête, les Américains n'y croient plus. On veut avoir un autre son de cloche. On veut une nouvelle enquête et c'est là qu'on va créer en 1976 ce comité qui est composé de 14 membres pour faire la lumière sur 3 assassinats en particulier. En fait, 2 assassinats et une tentative d'assassinat. Les 2 assassinats sont ceux de JFK, le 22 novembre 63, Martin Luther King, le 4 avril 68, et la tentative d'assassinat contre le gouverneur de l'Alabama, le 15 mai 72, George Wallace. On y va dans le détail après ceci. Pour suivre Benoît Dutrisac sur Twitter, twitter.com/Dutrisac. Alors, toujours avec Christian Page. Christian, donc, tu veux nous parler de Martin Luther King Jr., George Wallace, cette semaine. Oui, parce que, bon, cette fameuse commission créée en 76 avait pour mandat d'éclairer ces 2 assassinats, JFK, King et la tentative d'assassinat sur Wallace. Et ce sont 3 crimes qui, à l'époque, avaient été classés
l'affaire avait été close en disant ce sont des actes qui ont été faits par des individus de manière solitaire. Et ça n'a pas convaincu tout le monde. Et en particulier, l'assassinat de JFK, qui encore aujourd'hui, presque 50 ans après ces événements-là, on continue d'en parler. Je dirais même que l'affaire de JFK, c'est un peu la mère de toutes les conspirations, cette histoire-là. Donc, commençons par Martin Luther King. King, bon, c'est un pasteur baptiste. Pour ceux qui ont la jeune génération qui aurait moins entendu parler du bonhomme, c'est un pasteur baptiste. C'est un activiste contre la guerre. En fait, c'est beaucoup prononcé contre la guerre du Vietnam. Et surtout, il est connu pour cette implication pour l'égalité des droits civiques. On oublie que déjà au début des années 60, en fait, à l'époque, au début des années 60, c'était dans le sud des États-Unis, il y avait énormément de ségrégation américaine. C'était pas rare, par exemple, de voir des stations-service afficher, par exemple, des pancartes disant « Nous ne servons que de la clientèle blanche ». Les toilettes étaient réservées uniquement pour les gens de couleur blanche. Et dans l'autobus, on se rappelle, il y avait eu quelques scandales au début des années 60 parce que des personnes noires, je pense notamment à une jeune femme noire qui était enceinte, avait refusé de céder son siège à un usager de blanc, et ça a fait un véritable scandale. Donc on voit cette énorme ségrégation qui existait encore au début des années 60 aux États-Unis, et Martin Luther King était un véritable apôtre de l'égalité de ces discriminations. On se rappellera bien sûr en 1963 cette marche sur Washington qui avait réuni des dizaines de milliers de gens avec ce fameux discours en Have a Dream dans lequel il parlait d'un jour il espérait voir l'égalité entre les blancs et les noirs. Et puis en 64 il reçoit le prix Nobel de la paix. Donc déjà on voit l'importance de son implication. Et puis va arriver cet événement qui va marquer l'histoire des États-Unis. Ça se passe, on est en avril, en fait on est à la fin du mois de mars 1968. Il y a une grève à Memphis au Tennessee par les employés municipaux qui sont attachés aux services sanitaires. Ces gens-là veulent la parité avec leurs collègues blancs. Et là, évidemment, il y a une grève qui se fait. Martin Luther King Jr. annonce qu'il se rendra à Memphis pour essayer de calmer le jeu un peu parce que, bon, évidemment, ça dégénère. Et puis là, le 4 avril, il est 18h01. Martin Luther King occupe une chambre au 2e étage du motel Lauren et il est à l'extérieur. Il y a des gens qui sont dans la cour et soudain, une seule détonation, un seul coup de feu. Une balle l'atteint à la joue droite, lui traverse la mâchoire et va lui fracturer la colonne vertébrale, la moelle épinière. Martin Luther King s'écroule. Il est immédiatement transporté à l'hôpital St. Joseph de Memphis où il sera déclaré mort dans l'heure suivante. Cette histoire-là, évidemment, met le feu aux poudres. Tu te rappelles, il y avait eu ce fameux procès King, aucun lien de parenté, mais le procès King, je crois, aux États-Unis, dans les années 80, qui avait dégénéré parce qu'on l'avait trouvé, il y avait une histoire de violence des policiers sur un personnage. Rodney King. Qui est décédé, et que ça avait dégénéré en une sorte de, je dirais, socialement, on avait brisé des vitrines, puis ça avait une sorte d'émeute publique. La mort de Martin Luther King avait également entraîné cette réaction-là, et il y avait eu une commission d'enquête. On devait éventuellement arrêter l'assassin. En fait, immédiatement après la mort de King, évidemment, c'est une chasse à l'homme. Les policiers ont vite établi de quel endroit la balle avait été tirée. Il s'agissait d'un édifice, une maison de chambre située de l'autre côté de la rue. Et d'après les services de renseignement, le coup de feu venait d'une fenêtre du 2e étage, d'une salle de bain. Rapidement, on a trouvé devant l'édifice adjacent, derrière l'édifice adjacent, un paquet, une couverture verte, dans laquelle on a trouvé une carabine de type Remington de calibre 30-08, et c'était l'arme utilisée visiblement pour tirer sur King. Donc, et sur cette arme, on trouve des empreintes, et les empreintes sont celles d'un certain James Earl Ray. Mais là, c'est comme donné, hein? Et ça semble un petit peu bingo, hein? Ben, il me semble. Donc, on trouve des empreintes. Et ce James Earl Ray, il est fiché dans les services de la police. Hein? C'est un individu qui est en cavale. Presque un an plus tôt, il s'est évadé d'un pénitencier du Missouri. Il a séjourné un peu à Saint-Louis, il est venu ici à Montréal, il a regagné le sud des États-Unis. En Alabama, d'ailleurs, il s'est trouvé une sorte de résonance avec le gouverneur de l'Alabama, George Wallace, qu'on va reparler. Et George Wallace était un ségrégationniste, un individu d'ailleurs qui disait que les États-Unis, il y avait 2 nations aux États-Unis, une dirigeante qui était la blanche et la seconde qui était la noire. Donc, James Earl Ray déteste les Noirs. Hein? Il l'affiche publiquement. Il va même à un moment donné demander, parce que il y a
l'apartheid en Afrique. Il va demander à un moment donné le droit d'aller en Afrique pour dans cette communauté du Rwanda où la communauté blanche gouverne. Donc, on voit que c'est un individu lui-même qui est très raciste. Et puis, on sait qu'il va faire plusieurs séjours, va aller au Mexique durant cette période. Il a différents noms d'emprunt qu'il utilise, notamment pour s'acheter une voiture. Il va s'essayer dans l'industrie de la pornographie au Mexique. Ben voyons donc. Ah oui, et puis il va regagner les États-Unis. Et là, il va développer au cours de tout ça, de tous ces séjours, il lit évidemment la presse. Il comme n'importe quel Américain, il connaît les discours, les propos tenus par Martin Luther King, et il va développer une haine viscérale pour le personnage. On sait que le jour de l'assassinat, apparemment, il va découvrir quelques jours avant que Luther King était au Tennessee. Il va se rendre sur place. Le jour de l'assassinat, il va louer en milieu d'après-midi une chambre dans ce fameux édifice, cette maison de chambre. Avec sa carabine, il va aller dans une salle de bain, tirer et abattre Luther King. Une balle. Une seule balle. Un coup. Une seule balle, oui, avec une carabine à lunettes. OK, il nous reste 1 minute et demie. Il va être éventuellement arrêté quelques semaines après, en fait 2 mois après l'assassinat, avec un passeport canadien. Il est arrêté à l'aéroport d'Heathrow. Il est ramené aux États-Unis. Il va dire qu'il est l'assassin, qu'il a agi seul. Il est condamné à 99 ans de prison. Mais il va revenir sur cette déclaration en disant « J'ai dit ça pour éviter la peine de mort, mais je n'étais qu'un rouage dans un complot. » Il va parler d'un mystérieux individu, un certain Raoul, qu'il aurait rencontré à Montréal, à qui il aurait donné son arme, d'où son empreinte sur l'arme. Mais il n'est pas l'homme qui a appuyé sur la détente. Malheureusement, malgré toutes les tentatives d'essayer de retrouver le Raoul, on va échouer et l'affaire reste un peu nébuleuse. Cette fameuse commission tenue entre 1976 et 1978 va déclarer, même si au départ on avait dit il n'y avait pas eu de complot dans la mort de Martin Luther King, la révision des notes du procès vont dire peut-être que James Ulrey avait raison. Il est possible qu'il y ait eu complot dans l'assassinat de Martin Luther King. Bon, mais la suite, la semaine prochaine, puis on va commencer la chronique un peu plus tôt pour que tu aies le temps de la passer. OK, absolument. Merci Christian Page. Merci à vous d'avoir été là. Et il y a Paul Hood qui s'en vient après les infos. À demain.